Moi, je dis souvent que mes études m'ont appris à apprendre. C'est l'inverse, c'est le travail qui m'a appris à apprendre. Moi, je peux le dire aujourd'hui, j'ai tout appris grâce à Internet. Il y a des IA qui vont résumer les vidéos de 45 minutes. Cette technique-là dont tu parles, elle m'a fait gagner du temps. Salut, c'est Jeff the Drone Pilot. Comme d'habitude, on ne parle pas que de drones. On parle de technologie, d'intelligence artificielle, de réseaux sociaux, de médias. Et en gros, on essaye d'écrire le manuel de tous ces nouveaux outils qui nous arrivent et qui nous donnent des super pouvoirs. Aujourd'hui, on a un super invité avec plein de super pouvoirs. Il s'appelle Julien Amodeo. Comment vas-tu, Julien ? Ça va très bien, et toi ? Ça va super, ça va super. Donc, Julien, tu es fondateur et dirigeant de Tech in Caraïbes. Tu fais de l'audiovisuel, du cinéma, beaucoup de live streaming. Tu es aussi pilote de drone et prof de cinématographie. Chez Parallèle 14. Yes. Qui est une nouvelle école d'animation 3D en Guadeloupe, qui était en Martinique ok. avant. Alors, ce qui est super, Julien, c'est qu'aujourd'hui, donc, tu es devant la caméra, mais en général, tu es plutôt derrière la caméra dans les podcasts. Exactement. Peux-tu déjà nous dire un peu ton expérience des podcasts ? Et je crois que tu avais commencé avec comment on dit ça, un podcast YouTube, en fait, il y a quelques années. Alors oui, tout ce qui est audiovisuel, ça fait des années, depuis tout petit. Et j'ai commencé YouTube je crois que c'était il y a 4-5 ans. Okay. J'ai fait une dizaine de vidéos, puis stop. Ouais, c'est le temps, parce qu'il faut, pour être créateur de contenu, il faut vraiment beaucoup de temps. Bien sûr. Et j'ai mon activité à côté de production audiovisuelle qui prend une grosse part de mon temps. Ok. Tiens, parlons un peu de techniques sans trop rentrer dans les détails. Aujourd'hui, tu as réalisé beaucoup de podcasts, en fait. Et c'est un nouveau format, en fait, qui a vraiment le vent en poupe, parce que les gens se rendent compte qu'ils peuvent avoir des espaces d'échange qualitatifs et surtout, au final, restituer ça, en fait, à chacun, à sa communauté. Comment ça s'organise? Comment ça se fabrique, un podcast? Les podcasts, moi, en général, je regarde vraiment et j'écoute beaucoup de podcasts américains. Alors, je parle moins bien anglais que ce que je comprends. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai tenu à faire de la haute qualité tout de suite, avec des micros de qualité que tu as devant toi, des caméras de qualité, une lumière de qualité. Comme ça peut laisser la place aux propos des animateurs et de l'invité directement. Okay. Et ça, je tiens vraiment, c'est un coup de cœur, parce que ça fait partie de l'audiovisuel. C'est un exercice pas facile pour l'animateur et l'invité, du coup je m'en rends compte. C'est plus facile d'être derrière au niveau de la technique que devant. Mais c'est un format qui permet d'être écouté en voiture, avant de s'endormir, le matin, tu prends ta douche, tu peux écouter un podcast. Les formats courts, c'est important. Ouais, bien sûr. 25-30 minutes. Et on a tous de moins en moins de temps. Donc soit on écoute, et si vraiment on a du temps devant nous, on va regarder. Mais en principal, on va surtout écouter, je pense, le podcast. Ouais. Tu vois, moi, j'ai découvert les podcasts il y a une dizaine d'années, quand je me lançais dans les drones aux États-Unis. Et du coup, à cette époque-là, donc, la réglementation commençait là-bas. Et c'était assez nouveau. Donc, il y avait beaucoup de choses à apprendre. Et surtout, il y avait des innovations, mais non-stop. C'est-à-dire, les drones, il y avait 3 modèles. D'ailleurs, comme aujourd'hui, il y a tout le temps beaucoup de modèles qui sortent. Mais maintenant, en fait, je pense qu'ils ont déjà atteint une maturité technologique depuis quelques années. Mais à l'époque, en fait, il fallait vraiment rester au courant. Et du coup, pour nous qui sommes des experts dans certains domaines de la technologie, c'est ultra important de faire cette veille technologique, en fait. Et le meilleur outil, c'était mettre ce podcast audio. Tu sais que tu fais un trajet de 30 minutes, tu sais que tu fais un trajet d'1 heure. À la limite, tu choisis le podcast qui matche avec ton trajet. Donc ça, c'est vraiment un super média. Peux-tu nous parler un peu de ce que tu fais en live ? C'est quoi le live, la production live streaming ? Le live streaming, je suis spécialisé dans la diffusion en direct sur les réseaux sociaux. Okay. Moi, je suis ce qu'on appelle un gamer, un joueur de jeux vidéo à la base.
Et j'ai découvert le streaming vraiment très tôt avec Twitch. À l'époque, ça avait un autre nom, Kick, etc. Et j'ai toujours voulu... Je trouve que le direct, il y a un stress. Il y a vraiment un stress, on est comme ça. Est-ce que quand on va appuyer sur démarrer le live, tout va fonctionner? Est-ce que le son fonctionne? Il y a des checklists. Et je trouve que la diffusion en direct, ça apporte un petit charme en plus. Et puis même s'il y a des erreurs, du coup, c'est sympa. Ouais. Et puis il y a les aléas du direct, il y a les événements qu'on ne peut pas gérer. On a un fil conducteur qui change à chaque fois sur tous les lives. J'ai jamais fait un seul live. Moi, si, 2-3, pardon. Par exemple, Karata. Je m'occupe des lives de Karata quand ils le font le dimanche. Okay. Là, il y a un conducteur, mais c'est parce qu'on a des animatrices professionnelles avec nous qui suivent un conducteur. D'accord. Et en général, c'est cadré. Okay. Elles ont une oreillette, elles peuvent suivre directement les indications de la personne qui est avec nous en régie. Mais du coup, rappelle-nous quand même un point. Avant d'être dans l'audiovisuel, je crois que tu étais dans l'informatique. Alors, j'ai un parcours quoi, déjà très atypique. Ouais. Je ne pensais pas que tu allais me lancer sur ça. Oui, on va commencer assez tôt. Je ne suis pas le meilleur exemple et moi, je vais pousser mes enfants à faire des études. Mais en gros, mon premier bébé que j'ai eu, on va dire, j'ai un diplôme de dessinateur en communication graphique, donc graphiste, que j'ai passé en 6 mois au lieu de 2 ans. Okay. J'avais quitté l'école avant. D'accord. Mais j'ai fait une seconde cinéma audiovisuel. Okay. Donc ça a annoncé la base, mais que j'avais oublié. Vraiment. Donc j'ai été graphiste. Okay. Après, les petits boulots comme tout le monde connaît, intérim, etc. Et mon premier vrai métier, ça a été graphiste, copiste dans une imprimerie. Dans les rotatives, je ne sais pas si tu vois les grosses imprimeries qui tournent. Et ça me fait penser que par rapport à l'IA, justement, c'est le premier métier qui a été touché par rapport à la numérisation, c'est les imprimeries. Oui, tout à fait. Et moi, à cette époque-là, c'était... les années, c'est très compliqué. 20 ans, du coup. Okay. 20 ans. On vieillit un petit peu. Ouais. Il y a 20 ans, en fait, on s'occupait, par exemple, d'imprimer le 20 minutes Marseille, dans l'imprimerie où on était. Et la numérisation a fait peur à tout le monde. Wow. Vraiment, l'imprimerie a fermé certaines rotatives. Les graphistes sont devenus des graphistes pour le web. Ouais. Il y a eu moins d'impression, donc ça s'est cassé un peu la figure. Okay. Donc l'IA aussi, on va dire, a ce nouveau rôle. C'est un nouvel outil. Bien sûr. Mais il faut que par exemple, les imprimeries ou autres ont su s'adapter aussi. Tout à fait. Donc ils ont imprimé des plus petits formats, des plus petites machines, etc. Donc ça, c'était le premier métier. Okay. Je t'ai dit, c'est atypique. Hein. Oui, on y va, on continue. Donc après, j'ai toujours aimé l'informatique. Mon papa est technicien aéronautique. Ok. On y reviendra plus tard. On va revenir plus tard aussi. Aéronautique. On a toujours eu des ordinateurs. Comme Anne le disait, moi, j'ai connu aussi je suis sur un ordinateur depuis que j'ai 2-3 ans. Okay. On a été les premiers dans ma ville à avoir Internet, parce que j'ai cassé les pieds à mon papa pour qu'on ait Internet avec France Télécom, le premier modem, le tut. Donc on a été les premiers dans ma ville à avoir Internet. Donc ensuite, passionné par l'informatique et Internet, le graphiste c'était bien, mais j'ai senti le vent tourner à ce moment-là. D'accord. Déjà, j'étais passé de graphiste à on m'a mis sur les machines. Okay. J'ai dit, je suis plus graphiste à ce moment-là, j'étais conducteur de ligne, donc à surveiller les impressions avec l'œilleton, etc. Wow. C'était très bien payé, tout ça, mais l'occasion s'est présentée que Orange, il ne faut pas les citer, je sais qu'il ne fallait pas citer, mais j'ai trouvé un emploi chez eux en tant que sous-traitant. Donc là, je suis devenu technico-commercial en informatique. D'accord. Je suis resté 7 ans chez eux. Au bout de 3 ans, j'ai passé ce qu'on appelle une VAE, une validation des acquis d'expérience, ce qui m'a permis de valider, alors, certains n'aiment pas que je dise ça, mais de passer de bac-2 à bac+2 sans passer le bac. Okay. Donc en fait, j'ai le bac sans l'avoir eu. J'ai un BTS technico-commercial que j'ai validé par la VAE. Je suis passé devant un jury.
Et en fait, la VAE, c'est ce que je conseille à tout le monde. C'est-à-dire, dès que tu rentres dans le monde du travail, que tu as fait 3-4 ans, tu peux valider ce que tu as fait en travail en diplôme. Ok, excuse-moi, je te coupe presque, mais c'est juste pour dire que aujourd'hui, pour moi, tu es une des personnes, en fait, qui a le plus intégré autour de moi le côté autodidacte et apprentissage continu. C'est-à-dire, à chaque fois que je te pose une question sur un truc, si tu ne sais pas répondre, en général, quelques heures après ou quelques jours après, j'ai la réponse. C'est ça. Et c'est assez marrant que tu nous parles justement de ton profil, parce que moi, je dis souvent que mes études m'ont appris à apprendre, en fait. Moi, c'est l'inverse. Ouais, c'est que c'est le travail qui m'a appris à apprendre. Et pour moi, je peux le dire aujourd'hui, j'ai tout appris grâce à Internet. Ouais. C'est vraiment, j'ai appris grâce à Internet comment, enfin même avant Internet du coup, parce qu'on avait les forums, on avait très peu de débit. Ouais. Donc il y avait les forums, donc oui, Internet. Et par exemple, pour dépanner une ligne Internet, il fallait bien que je me débrouille quand il n'y avait pas mon papa. Ouais. Donc j'ouvrais le modem, on cherchait. Bon, j'ai fait des bêtises aussi, que je ne citerai pas dans ce podcast. Ça fait partie de l'apprentissage en fait. Exactement. Donc j'ai fait mes petites bêtises et après, je ne sais plus où on était. En fait, tu étais un hacker, c'est ça ? On ne parlera pas de ce sujet-là. Pas de preuves, comme on dira. Non, il y a oui, mais du bon côté, toujours. Vraiment du très bon côté. C'est pour ça qu'il y a des combats aujourd'hui que je mène par rapport à Internet, parce que je connais malheureusement les dérives qu'on peut avoir sur Internet et les profondeurs d'Internet. On ne peut pas parler de dark web, etc., ou deep web même, parce que maintenant on connaît le dark web. Tout le monde peut le connaître. Tu installes Tor, tu vas sur le darknet, c'est très facile. Alors attends, tout le monde peut le connaître, mais moi je suis convaincu qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas. Oui, est-ce que tu peux juste nous en profiter, nous éduquer, parce que justement l'objectif de ce qu'on fait, c'est de faire les gens, d'ouvrir un peu les discussions sur certains sujets. Aujourd'hui, donc on a Internet tel qu'on le connaît, tous les sites, Instagram, les news, etc. Google, donc ça c'est Internet. Ça c'est Internet. Classique. C'est comme l'iceberg. D'accord. Tout le monde prend l'exemple de l'iceberg en ce moment, on va le prendre aussi. Okay. Tu as la partie émergée que tu vois, donc c'est Internet. Tu as une partie un petit peu moins immergée. Émergé, qui est plongé, immergé, c'est en dessous. Ouais. Voilà, qui est immergé, ça c'est plus tout ce qui va être serveur, un peu plus profond. Et après, les serveurs et compagnie, ça, ce sont les infrastructures plus ou moins physiques qui portent Internet, qui portent les informations qui s'affichent sur Internet, quoi. Okay. Et ça, justement, j'ai été technicien réseau, j'ai passé mes certificats réseau Windows R2. Ouais. Okay. C'est le côté qui me saoulait le plus, mais qui était très intéressant pour comprendre ça. Et en dessous de ça, tu as ce qu'on appelle le dark web, accessible, comme je l'ai toujours dit, facilement, avec un logiciel, avec des URL, enfin des adresses Internet uniques, tu peux trouver en t'échangeant. D'accord. Tu peux trouver des drôles de choses. Et après, tu as ce qu'on appelle le deep web, qui lui va être vraiment plus caché. Et c'est vraiment il y a très peu de gens qui peuvent avoir accès, parce qu'il faut vraiment des adresses cachées. Okay. Donc c'est soit tu es dans un réseau, et en gros, les gens ils font quoi avec le dark web et le deep web, mais de manière simple en fait. Ça sert à quoi et à qui en fait? Alors, après, il y a toujours les deux côtés. Bien sûr, il y a toujours le côté positif les chapeaux blancs, et le côté chapeaux noirs de la force. Voilà, le côté obscur de la force et le côté clair de la force. Tu as malheureusement toutes les entités que je ne citerai pas, criminelles. Merci du mot. Et après, tu as toutes les entités où on va faire des échanges, par exemple, de bitcoin, contre du matériel, etc. Où c'est moins... c'est moins criminel, en fait, mais ça reste un peu en parallèle du système officiel. Exactement. Et là, c'est plus où tu peux échanger des informations, etc. Ok. Mais bon, tu peux trouver des éléments de carte bleue, des choses comme ça. D'accord. Enfin, pour moi, l'IA déjà est sortie il y a un petit moment maintenant, je crois 2-3 ans. Ouais. Je m'en souviendrai toute ma vie de ChatGPT, juste après Covid. Je n'ai pas eu le Covid à ce moment-là. Je crois qu'on était en novembre-décembre quand c'est sorti, ChatGPT. Quelle année déjà? 2021 2022
Ouais, moi, c'est en 2022 que j'ai découvert tout ça. La nuit où c'est sorti, Ouais, ok. je me rappellerai toute ma vie. En fait, j'ai chopé le Covid le jour d'avant. D'accord. Donc, je suis resté chez moi pendant 2 jours et j'ai passé la nuit à parler à ChatGPT. Et là, je me suis dit, il y a une dinguerie qui arrive. Donc, j'ai appris les prompts. Et c'est là où on devient expert en prompts. Yes. Mais où il faut savoir utiliser l'IA à bon escient. Oui, bien sûr. Du coup, aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu utilises concrètement en IA Quelle IA utilises-tu À quoi ça te sert dans ton métier, concrètement? Ça me sert, moi, personnellement, depuis des années, avec l'IA sur les logiciels de montage vidéo, la génération de sous-titres. Quel gain de temps sur les sous-titres? J'attends quelques logiciels encore. Final Cut ne l'a pas encore intégré. Ils l'ont intégré en anglais, mais pas en français. DaVinci le fait très bien, le logiciel de montage. Premiere le fait depuis des années très bien. Ouais. Là maintenant, tu as les logiciels de AutoCut, AutoPod, AutoSilence qui te coupent les silences magnifiquement bien et tu peux t'en servir pour résumer les propos des personnes. Ouais. On n'a pas le temps. En IA, de plus en plus la vidéo IA générative. Alors moi, c'est plus pas comme un de tes invités qui va faire toute la vidéo en IA. C'est plus pour trouver des transitions entre ce que je filme et pour trouver une autre transition vers un autre plan, par exemple. D'accord, ouais, pour essayer d'innover un petit peu. Mais j'utilise énormément l'IA, mais peu dans mes productions. Okay. C'est-à-dire que pour l'instant, les vidéos que je fais sur mon Instagram ou autre, il y a très peu d'IA. Ouais. C'est juste que là, moi, je trouve que je suis en mode entraînement. Et le jour où ça va me satisfaire, oui. Mais le problème, c'est que par exemple, l'IA générative en vidéo, tu as des effets magnifiques que certains ont utilisés en Guadeloupe qui va générer par exemple des fleurs sur les personnes pour des soirées flower. Ouais. C'est magnifique. Mais c'est juste que je trouve que c'est pas encore assez constant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en faire un business. C'est-à-dire que tu vas pouvoir l'utiliser pour telle vidéo. Mais si tu en as besoin dans 2 semaines, la génération aura changé. Oui. Donc, il va te mettre d'autres fleurs, d'autres machins. Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, je rêve d'une IA que je pourrais créer moi-même, avec mes propres modèles. Yes. Écoute, ça risque d'arriver bientôt, à la vitesse où ça évolue de toute façon. Donc, Dans 1 an, dans 6 mois. Non, là, il y a déjà ce qu'on appelle des dingueries qui arrivent. Je t'ai envoyé des photos. Tu pourras mettre un exemple peut-être sur le podcast où tu donnes ce qu'on appelle une frame, une image. Tu lui fais ton prompt et lui, il génère la suite. Donc, tu peux être derrière ton micro et en train de courir dans les rues de New York. Donc, on va vous la montrer, cette image. On l'a fait juste pour s'amuser. On discute, on ne bouge pas. Et ensuite, on va la faire. Il y a pas, avec grand plaisir. Yes. Du coup, comment l'intelligence artificielle modifie ta manière de consommer l'information ? Alors, je m'explique, il y a 2 choses. Premièrement, les créateurs de contenu utilisent l'IA. Oui. Donc, vont créer de plus en plus de contenu grâce à l'IA qui augmente la productivité. C'est ça. Ça ne veut pas dire que la qualité des contenus sera meilleure, on est d'accord, hein. Des fois, justement. Voilà. Comment toi, justement, tu t'adaptes en fait, avec tout ça et comment ça influe en fait ta veille technologique, voilà, tu me disais que toi, tu ne regardes pas la télé, qu'il y a suffisamment d'infos sur YouTube, en fait, notamment. Moi, personnellement, c'est YouTube qui m'a éduqué, enfin, qui a éduqué. Avant, il y avait la télé, à l'époque, quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, YouTube, c'est vraiment c'est mon journal, c'est ma télé, c'est ma radio, je le mets en fond quand je travaille. Et justement, avec l'IA, alors les créateurs de contenu vont me détester parce que j'aime beaucoup les vidéos longues, donc de 30, 35, 45 minutes. Mais je n'ai plus ce temps-là entre les enfants, la famille, le travail. Et maintenant, il y a des générateurs, il y a des IA qui vont résumer les vidéos de 45 minutes. Donc en fait, je regarde les 5 premières minutes. Si ça m'intéresse, je copie-colle dans ChatGPT toute la vidéo et je dis, avec un prompt, je lui dis, par exemple, mets-toi à ma place et comme si tu écoutais cette vidéo YouTube et fais-moi un résumé par rapport à mon activité ou ce que je suis en train de faire ou mes produits. Parce qu'il me connaît. Ouais. Il sait que je suis une production du visuel. Il sait quelle caméra j'utilise. Je mets à jour les caméras. Je lui dis, j'utilise ça. Donc là, il va me résumer. Il va me dire, voilà,
pour toi, par exemple, cette vidéo-là a parlé pendant ce podcast d'IA générative. Voilà le déroulé, le process de Julien. Vidéo, voilà, ouais. Et je lis ça. Des fois, je lui dis, bon, refais-moi un condensé plus court. Ouais, bien sûr. Et j'ai toujours la vidéo en fond. Par contre, j'écoute un petit peu. Et là, je lis. Et en général, je coupe la vidéo à 6-7 minutes alors qu'elle dure 45 minutes. Ouais. Mais tu sais que cette technique-là dont tu parles, elle m'a fait gagner du temps. Parce qu'en fait, justement, ces nouveaux formats, tu as une super image de début, un super thumbnail où tu as l'impression qu'il y a une révélation de ouf, que là, tu vas apprendre un truc, mais génial. Et en fait, tout l'enjeu, c'est pendant toute la vidéo, tu espères que ça va arriver. Au final, ça n'arrive pas vraiment. Et quand tu m'as montré ce truc, je m'y suis mis et je me suis dit à la fin, mais putain, qu'est-ce que j'ai gagné du temps là. On essaie de nous avoir. Minutes, au lieu de me faire avoir de 45 minutes en fait. Mais c'est ce qu'on appelle le clickbait, le putaclic. Ouais. Tu pourras biper peut-être ce moment-là. Mais c'est vrai qu'ils utilisent ça et c'est arrivé par exemple sur une vidéo hier, quelqu'un qui disait oui, l'iPhone 17 Pro Max est meilleur qu'une FX3. Tu le vois sur la vidéo, au début de la vidéo. Et je demandais à ChatGPT, résume-moi cette vidéo et dis-moi son vrai avis. Il me dit, mais à aucun moment donné dans la vidéo, il dit qu'il va changer. Il dit, c'est bien, mais il va pas changer. Le titre était clickbait. Oh là là. J'ai fait, ok. Ouais. Mais par contre, c'est dangereux pour les créateurs de contenu parce que eux, sur YouTube, la vidéo est mise en avant selon ce qu'on appelle le watch time. C'est-à-dire que si la vidéo est regardée jusqu'à la fin, elle va être proposée à encore plus de personnes. Ouais. Donc moi, ce que je fais quand il y a par exemple une nouvelle caméra qui sort, je vais taper le nom de la caméra, je vais prendre un exemple, la FX3, Sony, je vais prendre les 10 premières vidéos, je les mets dans ChatGPT, copie-colle, et je dis fais-moi un résumé de ces 10 vidéos, et qu'est-ce qu'il y a de commun entre les inconvénients. Tu sais, on faisait les tableaux à l'époque, inconvénients... Ton comparatif en fait. Le SWOT, je ne sais pas si tu te souviens... SWOT, SW. Ouais, ça me dit quelque chose, mais je ne sais plus ce que c'est. Il faudrait qu'on regarde sur le téléphone, je ne sais plus. En gros, c'est force, faiblesse, etc. D'accord. Et je lui dis de travailler comme ça et de me dire les inconvénients, les avantages, ce que je dois retenir ou ce que je ne dois pas retenir. Ouais. Et sur les 10 vidéos, généralement, c'est tous les mêmes parce qu'ils ont tous été sponsorisés. Donc, en gros, tu fais ce qui prend une journée à faire. Je n'ai plus le temps. Je le fais en une demi-heure. Il y a tellement de produits qui sortent, surtout en ce moment. On est dans la période de nouveaux produits. Bon, mais toi, tu fais ça parce que tu as connu le monde avant l'IA. Oui. Comment faire si tu as 20 ans, tu n'as pas connu le monde avant l'IA? Comment tu fais? Parce que toi, tu te sers quand même de ta connaissance métier, de ta connaissance des capteurs, de tout ça. Mais comment tu fais si... Mais je pense que les jeunes, justement, ils vont plus vite. Je pense que ça... Milan, nous l'a dit à l'instant, il connaissait. Tu connaissais pas le SWOT. Ouais. Le SWOT, c'est un truc que j'ai appris en technico-commercial. Okay. C'est un tableau de comparaison, ou même quand tu as une décision à prendre, tu fais ton SWOT, on appelle ça. Dylan ne le connaissait pas, toi. Ouais. Donc il y a d'autres outils, en fait. Ils sont très intelligents. Il y a d'autres manières. Il y a d'autres manières et ils apprennent plus vite les choses. C'est-à-dire que l'IA, à 20 ans, tu sais mieux l'utiliser. Enfin, non, parce que le prompt va compter, etc. Mais la nouvelle génération, moi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est pour ça que transmettre, parce qu'on leur donne des outils, mais eux nous apprennent beaucoup de choses aussi. Ouais. Et moi, je trouve ça merveilleux. Mais justement, la jeunesse, donc, là, qui arrive, ils vont être très bons à ça, à l'IA. Parce que eux, ils sont nés avec. Ils ont vu leurs parents jouer des heures sur leur téléphone. Ils ont vu leurs parents jouer... Ça se trouve, ça va même s'inverser. Hein. Ils vont se dire, ouais, mais l'IA, ça va juste nous faire gagner du temps et on va pouvoir passer du temps avec notre famille. What? Ouais, tout à fait. Tu vois, la nouvelle génération, on dit la nouvelle génération par rapport au travail, etc. C'est juste que c'est peut-être nous qui nous trompions à l'époque. Bien sûr. Et de toute façon, la notion de travail et la valeur du travail va changer, en fait. Et elle est déjà en train de changer. Donc, c'est la nouvelle génération. Allez, on passe un peu sur les drones. Parle-nous un peu des drones et de tes compétences et de ton intérêt pour les drones. Alors, je suis télépilote de drone déclaré et assuré depuis 2017. Donc, j'ai fait tout ce qui était équivalence, etc. J'adore les drones.
J'ai commencé vraiment par passion de l'image et d'avoir un autre point de vue aérien. Pour moi, le cinématique était important. Donc, par contre, je me suis renseigné en tant que technicien informatique qui aime bien les procédures, etc. Et il fallait passer des épreuves. Donc, à l'époque, c'était ULM. Ouais, c'était le brevet théorique de pilote ULM. Donc, c'est ça. À l'époque, en fait, il n'y avait pas encore d'examen spécifique pour pilote de drone. Et du coup, il fallait le premier examen théorique. Le théorique, pas le pratique. Le brevet, ouais. Ce qu'on me dit souvent, mais du coup, tu pilotes les ULM. C'est l'équivalent du code de la route. C'est le code, mais je crois qu'il y avait une espèce de livre Rousseau aussi, un truc comme ça. Ouais, on a dû apprendre. Rousseau, ouais, exact. Après, il y a eu toutes les évolutions qu'on a connues. Les transitions, qui étaient assez faciles à l'époque. C'était, on convertissait ce qu'on avait, il n'y a pas de souci. Venons sur le point chaud. Alors juste, avant d'arriver au point chaud, donc... Pour juste le rephraser, on est sur une technologie telle qu'on la connaît qui a 10 ans, 15 ans, en fait, donc qui est récente. C'est ça. Et qui a évolué très vite. C'est-à-dire qu'au départ, ça venait du militaire. Et quand c'est passé, quand DJI, en fait, et les constructeurs chinois ont commencé à faire des jouets suffisamment évolués pour voler, pour être fiables, pour être stable et pour embarquer des capteurs HD et 4K, là, ça a explosé, en fait, et on s'est rendu compte de tous les usages. Est-ce que tu ne pourrais pas le comparer à quelque chose d'autre ? Ce que tu viens de dire, l'évolution. Ouais. Que ça a commencé à l'armée, ensuite que ça a été démocratisé et utilisé. Oui, quelque chose. On est en train d'en parler. C'est trop facile, tu parles de l'IA. Ben oui. Ouais, bien sûr. Donc, l'évolution, non, mais elle est magnifique. Là, Anne en parlait, c'est l'utilisation de l'IA dans les drones. Ouais. Moi, je suis vraiment très fan des drones, mais c'est la loi qui change qui va nous embêter. Ben c'est ça, mais c'est juste pour te dire que ces drones qui ont des capacités énormes, ben du coup, elles arrivent dans les mains du grand public. Donc, un enfant de 10 ans peut recevoir un petit drone comme ça. D'ailleurs, il peut recevoir toute taille de drone, en fait, et va se retrouver avec un appareil qui lui permet d'aller voir ce qui se passe à plusieurs kilomètres, en fait. Mais j'ai déjà entendu aussi. Après, c'est la responsabilité des parents. Voilà, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai un enfant de 11 ans. Il n'aura jamais, même le petit drone, il n'aura pas le petit drone, ni même le jouet, parce que du coup, il peut l'envoyer loin d'un coup. Alors, aller se cracher sur une voiture. Attention, on a pris l'exemple des enfants, mais je te promets que les grands enfants, c'est-à-dire les adultes, moi, à une époque, je ne comprenais pas pourquoi la première raison, c'était « il va jusqu'à quelle hauteur ?» C'est ça. La première il va question jusqu'à quelle que distance me posaient les grands adultes, et je demande à certains « t'as fait ton drone voler à combien ?» Je ne veux même pas vous annoncer leur réponse, quoi. Non, mais Parce que je me disais « mais quelle inconscience !» Et souvent, ces gens-là, ils oublient qu'à partir de 150 mètres, c'est les avions. C'est ça. C'est-à-dire que là, tu as des avions, moi, je réponds toujours, des hélicoptères. 120 mètres. Ben oui. À quelle distance tu vas ? 120 mètres. Bien sûr. Et donc, oui, je parlais de 150 mètres pour les avions, oui, mais les drones, c'est 120 mètres. Quoi. 120 mètres. Et donc, ben, du coup, le régulateur, il se retrouve à devoir gérer ça, en fait, gérer ces petits appareils qui vont un peu cohabiter avec l'aviation classique embarquée, quoi. Ah, mais ça a été fait de force, j'ai l'impression, parce que j'ai déjà parlé avec la DGAC, etc. Alors, il intègre de mieux en mieux, mais c'est vrai que ça, à mon avis, au début, ça doit être... t'imagines, c'est comme si tu as une énorme voiture téléguidée que tu donnes à un enfant qui va sur la route, sur l'autoroute. Oui, bien sûr. Forcément que ça fait peur. Imagine les contrôleurs aériens qui se retrouvaient à devoir échanger avec des pilotes qui ont fait des années d'études, qui sont tous des ingénieurs ultra pointus, qui connaissent la météo, qui ont une phraséologie très... Tu les appelles, c'est Julien, le pilote de drone. Et là, ces gars-là, numéro de mission, s'il te plaît. Voilà, et là, ces gars-là, ils se retrouvent à devoir coordonner en fait, des petits engins avec des gens qui ont fait 2 semaines de formation et 1 mois de bachotage, quoi. Mais tu parlais des zones bloquées par DJI. Moi, je trouve qu'ils devraient le remettre. Parce Absolument. que plusieurs clients m'ont dit « Mais maintenant, je peux revoler là, dans cette zone. » C'est à vos risques et périls. Quand tu vas décoller, ils te demandent si tu es en accord, etc. Nul n'est censé ignorer la loi. Ouais. Donc, si tu décolles, c'est que tu sais... Et en plus, tu as prévenu que tu es dans une zone où tu ne dois pas décoller à moins de 0 mètre sans autorisation de la tour de contrôle.
Après, ça... Non, je mais sais pas où on va. Moi, en fait, j'ai un peu drone. vu l'évolution de la réglementation aux États-Unis et en France, en fait, et du coup maintenant en Europe. Et je pense sincèrement que c'est pas un jouet, en fait. Non, c'est pas un jouet. C'est pas un jouet. Donc les gens qui utilisent des drones, ils doivent avoir une vraie responsabilité, une vraie formation. Il y a aussi de vrais risques, en fait. Ça coupe un petit peu quand même. Quand ça tombe, s'arrête à l'os. Hein. Voilà, moi je peux te dire que mon premier drone, quand je l'ai vu tomber, ben d'ailleurs, bien sûr, mon premier drone est tombé, en fait. Comme beaucoup de gens, je pense. Quand je l'ai vu tomber, j'ai compris que tu as 1 seconde et demie ou 2 secondes et tu peux rien faire pendant ce temps. Tu peux arrêter de respirer et prier, en fait. C'est ça. Donc du coup, je suis assez content que ça me soit arrivé très tôt parce qu'au final, j'ai toujours été conscient que ça peut tomber. Et une fois que ça tombe, je peux rien faire. Fini, hein. Donc j'ai intérêt à avoir bien assuré tout ce qui se passe en dessous de mon drone. Et avoir une bonne assurance. Ouais, bien sûr, mais au surtout, cas où, bien sûr. qu'on n'utilisera jamais, j'espère. Exact. Mais surtout, voilà, prendre les précautions pour pas voler n'importe où et toujours garder en tête que les avions tombent. Hein. Donc imagine un petit drone qui coûte 1000 et quelques euros, quoi. C'est ça. Peut-être un mot sur ton activité de formation et de contact avec les jeunes, Julien. Alors moi, je suis devenu depuis l'année dernière, janvier 2025. Oui, 2025. Depuis janvier 2025, je suis professeur de cinématographie au sein de Parallèle 14. Donc là, je me suis occupé des premières années. Ils font de l'animation 3D. C'est une école d'animation 3D. Mais du coup, ils ont quand même voulu développer le regard sur le cinéma. Parce que c'est important quand tu fais de la 3D de comprendre la lumière, de comprendre le placement des caméras, puisque tu as des caméras virtuelles dans les logiciels d'animation 3D, de comprendre le storytelling, de comment raconter quelque chose avec des images, parce que c'est ce qu'ils vont faire, c'est raconter des histoires à travers des images 3D, mais il faut comprendre comment ça fonctionne. Et Parallèle 14 a tenu pour les premières années, je trouvais que c'était un très grand défi, qu'il réalise un court-métrage de moins de 5 minutes. Donc imagine, tu arrives en première année d'animation 3D, on te dit à la fin de l'année, tu vas faire un court-métrage avec des caméras réelles. Ok. Et c'est toi l'acteur. D'accord. Ouais. Donc on a réussi à le faire. On a tourné en moins de 48 heures. On a fait le montage ensemble. Et ils ont validé tous les élèves ont validé leur année. Extra. Et la grande nouvelle depuis 2-3 jours, c'est qu'ils ont été nominés à leur premier festival. Donc on a pu rajouter sur l'affiche la nomination au festival auquel ils vont participer. C'est les meilleurs films étudiants et il y a 4 sélections, dont leur film Liminal. Ok. Bon, super. Du coup, pour un peu conclure, qu'est-ce que tu voudrais nous dire? Là, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé d'audiovisuel, de live streaming, de drone, d'Internet, de la manière dont tout ça influence en fait les informations qui nous arrivent. Peut-être parler un peu du tri de l'information. Tu sais, les algorithmes. Est-ce que toi, tu entraînes, entre guillemets, ton algorithme à te donner ce que tu veux, peut-être donner quelques clés pour ne pas subir... ChatGPT, par exemple, même jusqu'à aujourd'hui, après 2 ans de discussion intensive avec lui, je le recadre. Parce que si tu n'es pas clair... alors, il a beau avoir l'historique de tout ce qu'il sait sur toi, quand tu relances une nouvelle conversation, si dès le premier prompt, tu lui dis pas où il doit aller, il va te faire n'importe quoi. Je fais de la programmation sur des petits Raspberry Pi, on appelle ça. Donc là, c'était pour monter un serveur de diffusion de vidéos. Il m'a énervé. À la fin, je dis, mais tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Et j'ai dit, du coup, tiens, voilà la programmation actuelle. Je voudrais que tu me le reprogrammes pour que ça fonctionne. Il a commencé à me réécrire le langage, mais avec un autre langage. J'ai dit, mais le module que j'ai besoin de faire parle uniquement ce langage. Pourquoi tu me sors ? Tourner en boucle, je me suis mis à l'insulter. Mais vraiment, hein, j'étais là, je fais, mais tu es débile ou tu le fais exprès ? Il me dit, je suis désolé, Julien. Oui, je m'excuse. Alors voilà une autre tentative. Il refait la tentative. Je dis, tu viens de me donner encore un autre langage. Donc en gros, tu t'es embrouillé avec ChatGPT. Je m'embrouille souvent avec ChatGPT.
je m'embrouille très souvent avec lui. Ok. Mais c'est pour ça que ce qui est important, et même moi, je le fais pas tout le temps, c'est vraiment le prompt, c'est-à-dire le contexte. Ouais. Par exemple, quand je résume des vidéos, je lui demande pas résume 2 points et je lui balance la vidéo. Je lui dis, j'ai des conversations, des textes. Je copie-colle mon prompt que j'ai préparé avant. Je dis résume cette vidéo avec les SWOT, etc. Copie-colle. Est-ce qu'on peut dire que tu prends du temps pour gagner du temps? Ah, mais t'es obligé, sinon il t'en fait perdre. Ouais. T'as des conversations qui peuvent être redondantes. Dans la même conversation, ce que j'ai remarqué, par exemple, si je lui donne plusieurs vidéos résumées, ça maintenant je vais ouvrir à chaque fois un nouveau dialogue avec lui quand je veux résumer une vidéo. Parce que si je lui mets dans le même dialogue une autre vidéo à résumer, au bout de 4-5 vidéos, il me ressort une vidéo que j'ai sortie au tout début en me disant oui, et il insiste. Il insiste. J'ai dit mais je redonne le texte, j'ai résume-moi cette vidéo. Et il me dit oui, alors la caméra Canon. Je dis mais on est en train de parler de caméra Sony. Pourquoi tu me ressors la caméra de la première vidéo que je t'ai donnée il y a une semaine? Donc ça, maintenant, je supprime la conversation et j'en recrée une. D'accord. Parce qu'il est intelligent, mais il est bête à la fois. Mmh. Ouais, donc après, c'est à toi de l'éduquer. Mais il a une manière de fonctionner, en fait. Et aujourd'hui, c'est à nous de nous adapter à ça. Après, ça va évoluer. Voilà, ouais, bien sûr. Il va devenir encore plus intelligent, et je l'espère, et on n'aura pas... à chaque fois, ça sera nous à nous adapter, parce que c'est pas nous qui créons les fonctionnalités, en fait. On est les propres testeurs de ce qu'ils mettent en place. Donc forcément qu'il y a des bugs, des problèmes et des innovations. Yes. Es-tu plutôt confiant en l'avenir? Comment tu sens l'avenir avec tout ça là? Mais par rapport à notre métier, par exemple, ça peut faire très peur. Après, moi, comme j'ai un profil atypique, je vois pas le problème dans l'IA. Au contraire, je vois, j'aime bien dire une phrase, c'est l'IA est un outil. Ça, tu l'entends partout, oui. Mais c'est comme si je donnais une truelle en or au pire maçon, un maçon qui commence. Il va pas te faire des murs droits tout de suite. Ouais, c'est un outil. Il faut apprendre à l'utiliser. Okay. Et du coup, tu donnes une truelle basique à quelqu'un qui a énormément d'expérience, il va te faire des murs parfaitement droits. Nice. L'IA, c'est pareil, c'est qu'il faut l'apprendre à l'utiliser. Top. Voilà. Thank you, Julien. Et on n'a pas fait le... On l'a pas fait au début. On l'a pas fait au début. C'est, c'est pas grave. L'intro, c'est parti tellement naturellement que... On aura innové. Bon, super. Merci beaucoup pour tout cet échange très intéressant. Merci beaucoup à toi. Et on se dit à la prochaine. À très vite. Yes. De toute façon, je serai derrière. All right. Merci. Allez, on the way. Let's kick it.